Bonjour à tous, bienvenue sur IQ Invest, la chaîne des investisseurs qualité et des entreprises de qualité. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse de l'action Ferrari, entreprise italienne. Je pense qu'il n'y a pas besoin de la présenter, c'est une entreprise que vous connaissez tous, bien évidemment. Et avant de s'attaquer à cette analyse, je tenais premièrement à vous remercier car nous avons dépassé les 1000 abonnés avec brio sur la chaîne. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes déjà à 1500 abonnés quasiment. Et voilà, je tenais à vous remercier parce que c'est très cool. Ça fait 3 mois que j'ai lancé la chaîne et je suis très content de voir que ce type de contenu puisse intéresser autant de personnes, d'autant plus que j'essaye d'apporter, comme vous avez pu le voir réellement, une vision différente de ce qui peut habituellement se faire dans le milieu YouTube francophone finance. Ceci étant dit, comme d'habitude, avant de commencer l'analyse de Ferrari, je rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement puisque je ne suis pas un professionnel de la finance. Vous êtes tous entièrement responsables de vos investissements et vous devez faire vos propres recherches avant d'acheter ou non une entreprise. Et cette analyse, comme toutes les analyses de ma chaîne, va se découper en 4 étapes. Premièrement, nous allons voir la société Ferrari, ensuite l'analyse quantitative de la société, puis son analyse fondamentale, et enfin l'évaluation du prix de la société. Et comme d'habitude, je vous rappelle que ces 3 étapes sont disponibles sur ma chaîne dans la playlist méthode via des vidéos explicatives qui vous expliquent en détail comment je fais mon process d'analyse, donc pour l'analyse quantitative fondamentale et l'évaluation du prix, et vous pourrez bien sûr retrouver ces vidéos en description et en haut à droite. Également, je vous les mettrai en fiche. Commençons donc par la société Ferrari. C'est une société bien évidemment italienne, elle a pour ticker RACE, donc Race, c'est un habile jeu de mots d'ailleurs. Elle est cotée à la bourse italienne, elle a une capitalisation de 60 milliards d'euros, elle est donc éligible au PEA puisqu'elle est en Europe, elle verse un dividende de 0,58% et elle est dans le secteur de la consommation discrétionnaire. L'histoire de la société Ferrari débute en 1929 avec la fondation de la Scuderia Ferrari par Enzo Ferrari, donc l'écurie Ferrari. La première Ferrari de l'histoire a été créée en 1947, il s'agit de la Ferrari 125S. En 1950, c'est la première victoire de Ferrari en F1. En 1952, c'est le début de la collaboration avec le carrossier italien Pininfarina. En 1963, Henry Ford II et sa société Ford ont fait une proposition de rachat à Ferrari qui a été refusée, ce qui a abouti en 1966 à la fameuse guerre entre Ford et Ferrari pour la victoire au Mans, avec en 1966 donc la victoire de Ford avec l'alignement des 3 Ford GT40 sur la ligne d'arrivée. Il y a eu récemment un film avec Matt Damon et Christian Bale sur toute cette histoire d'ailleurs si ça vous intéresse. En 1969, Fiat devient actionnaire de Ferrari. En 1975, le premier moteur V8 est développé par Ferrari, puisque avant Ferrari avait l'habitude de ne faire que des V12. En 1976 sort la première Ferrari automatique, donc munie d'une boîte auto. En 1984, le lancement de l'iconique Ferrari Testarossa. 1987, le lancement de la F40. 1988, la mort d'Enzo Ferrari. 1990, la 100e victoire en F1 de Ferrari. En 1996, la première victoire de Schumacher chez Ferrari. En 2002, c'est la sortie de la fameuse Ferrari Enzo. En 2011, la première Ferrari 4 roues motrices voit le jour. En 2013, la première Ferrari hybride. En 2016, Ferrari s'introduit en bourse, donc à la bourse de Milan. Et en 2021, Benedetto Vigna devient le CEO de Ferrari. Si on analyse maintenant les ventes par secteur de la société, sans surprise, on retrouve à 85% la vente de voitures et de pièces. Ensuite, à 9,4% le secteur parrainage, communication et marque. La vente de moteurs à 3%, notamment auprès de Maserati. Et d'autres revenus à hauteur de 2,4%. Si on regarde le découpage des ventes par région, on a une très bonne répartition dans le monde entier, avec 23,5% aux États-Unis, 21,2% dans le reste de la région EMEA, donc c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient et Afrique, 12,6% dans le reste de la région Asie-Pacifique, 12,2% en Chine, Hong Kong et Taïwan, 10,5% au Royaume-Uni, 8,4% en Allemagne, 7,5% en Italie et 4,1% dans le reste des Amériques. Si on fait un rapide point sur la gamme Ferrari, aujourd'hui elle est découpée en 5 catégories principales. On retrouve la catégorie Range, qui sont les voitures de série et donc la gamme la plus étoffée. Ensuite, on retrouve la catégorie Special Series, qui sont les éditions limitées dans le temps ou le volume. Les éditions Icona, qui sont la réinterprétation moderne de modèles historiques en édition souvent très limitée.
La catégorie Supercar qui commercialise les voitures offrant le plus de performance dans des éditions également très limitées. Et enfin la catégorie One-Off qui sont des réalisations sur demande pour certains clients donc qui veulent avoir des personnalisations extrêmes sur certaines voitures, voire des carrosseries complètement uniques. Au niveau du management de Ferrari, on retrouve au poste de CEO Benedetto Vigna depuis 2011. À noter que Benedetto Vigna était avant le CEO de ST Microelectronics. Ensuite, on retrouve John Elkann au poste de Executive Chairman. À noter que John Elkann est également le président de la holding Exor NV depuis 2011, et on va revenir un peu plus tard sur cette holding justement, Exor NV. Et enfin, au poste de Chief Technological and Innovation Officer, on retrouve David Abate depuis 2022, à noter que David Abate a rejoint Ferrari en 2012. Et justement, donc si on fait un point rapide sur l'actionnariat de Ferrari, on retrouve une ligne assez intéressante qui est la ligne Exor NV, qui est donc à 22,91% de possession de la société. Et le reste est constitué d'institutionnels plutôt classiques. Et donc cette holding Exor NV, qui est dirigée aujourd'hui par John Elkann, comme on l'a vu, a été fondée en 1927 donc par la famille Agnelli qui a fondé la marque italienne Fiat, et aujourd'hui elle détient des parts dans Stellantis, Ferrari et Iveco notamment, ainsi que dans une société de construction, CNH Industrial, et d'autres parts dans par exemple le club de foot Juventus, le journal The Economist, ou encore la société médiatique GD Gruppo Editoriale. Passons maintenant à l'analyse quantitative de Ferrari. Et je vous rappelle que vous pourrez retrouver la vidéo explicative de mon process en description, et en haut à droite également je vous la mettrai. Pour commencer, au niveau de la rentabilité, on a des chiffres plutôt corrects avec un ROCE sur 1 an de 21,8%, sur 5 ans de 19,6%, et sur 10 ans de 19,3%. Au niveau des profits, on a une marge brute de 50%, à noter que c'est une marge brute tout à fait énorme pour un constructeur automobile, une marge opérationnelle de 22% et une marge nette de 16,6%. Donc là on a vraiment des chiffres et des marges qui sont exceptionnels pour le secteur de l'automobile. Et enfin, on a un pourcentage de dépenses en CAPEX par rapport au chiffre d'affaires de 58%, ce qui est tout à fait normal, puisque évidemment le secteur de l'automobile demande beaucoup de dépenses et de maintenance au niveau des infrastructures, des moyens de production, que ce soit les usines, les machines, etc. Au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on a eu une croissance sur la dernière année de 17,4%, sur les 5 dernières années de 7,7%, et sur les 10 dernières années de 7,4%. Et enfin, on a une croissance prévisionnelle sur les 5 prochaines années de 10,1%. Au niveau de la croissance des free cash flow, ici on a un sans faute avec une croissance sur la dernière année de 10,1%, sur les 5 dernières années de 10,1% également, et sur les 10 dernières années de 13,8%. Au niveau du dividende, on a eu une croissance sur la dernière année de 32,9%, sur les 5 dernières années de 13,7%, et sur les 10 dernières années, on n'a pas de données. Effectivement, Ferrari a été introduite en bourse uniquement depuis 2016, donc forcément on ne peut pas remonter plus loin que 2016 pour avoir de la donnée. Et enfin, on a un nombre d'années d'augmentation consécutive du dividende de 2. Et pour terminer, au niveau de la santé, on a un ratio dette sur EBITDA de 1,3, ce qui est relativement faible, et un payout ratio très faible de 23%. Et donc si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note finale de 14,5 sur 20 pour Ferrari, ce qui est plutôt très bon, surtout pour un constructeur automobile. Et donc si on compare Ferrari à ses principaux concurrents, on retrouve Porsche avec 7 sur 20, Volkswagen avec 4 sur 20, et Mercedes avec 2,5 sur 20. Donc là, on voit vraiment que Ferrari sort du lot au niveau de sa note quantitative, et c'est la seule à avoir des marges et une croissance aussi impressionnante dans le secteur automobile. Et si on compare rapidement la performance de Ferrari par rapport à ses concurrents, alors la performance est comparée ici uniquement sur 7 ans, puisque forcément on n'a pas de données avant 2016. On retrouve en première position sans surprise Ferrari, en deuxième position Porsche, mais pareil, Porsche a été introduite récemment en bourse, donc on n'a pas énormément de données non plus sur la société. Ensuite Volkswagen, et en dernière position Mercedes-Benz. A noter que ces performances sont calculées dividendes non réinvestis. Et également, si on compare la performance de Ferrari par rapport au S&P 500 sur les 7 dernières années à nouveau, on a une surperformance annuelle de 15,64%, ce qui est très honnête de la part de Ferrari, en sachant qu'ici la performance est calculée dividendes réinvestis. Passons maintenant à l'analyse fondamentale de la société, et comme pour l'analyse quantitative, vous retrouverez en description et en haut à droite la vidéo qui détaille le processus que j'utilise pour effectuer cette analyse fondamentale. Premier point, commençons par les forces de Ferrari. Ferrari est positionné dans le secteur du luxe et donc dispose de marges et d'un pricing power très important, et également c'est une entreprise qui est relativement résiliente en temps de crise. Les revenus sont très bien diversifiés dans le monde entier comme on l'a vu, et Ferrari est une des marques les plus fortes et connues au monde,
Elle a une très bonne réputation dans le milieu de la course et surtout de la F1, et Ferrari est la seule écurie aujourd'hui d'ailleurs qui reçoit de l'argent pour participer en F1, et également c'est celle qui a gagné le plus de titres constructeurs de l'histoire. A noter également que la part de la population très riche dans le monde a fortement augmenté ces 10 dernières années. Également, il y a beaucoup de ventes aux enchères de modèles de collection Ferrari qui augmentent l'exclusivité de la marque. Et à noter que sur les 20 ventes aux enchères de voitures les plus chères de tous les temps, 10 sont des Ferrari. Et également à noter que quand Ferrari fait des éditions limitées, elles sont régulièrement entièrement vendues avant même l'annonce officielle, et il faut souvent plus d'1 an d'attente pour avoir un modèle, et les carnets de commandes de Ferrari sont complets jusqu'en 2025, ce qui est un très bon point. Maintenant, au niveau des risques. Forcément, dû à son secteur, qui est l'automobile, l'entreprise a de fortes dépenses en capex, comme on l'a vu avec 58% du chiffre d'affaires. Donc personnellement, ça c'est un critère que je regarde beaucoup, puisque les entreprises qui ont plus de dépenses en capex ont forcément moins de marge en manœuvre, puisque leur business coûte plus cher à l'entretien. Ensuite, le secteur automobile fait face à de fortes régulations, notamment on le sait avec l'interdiction des moteurs thermiques en 2035 dans l'Union européenne, en tout cas la vente de voitures neuves avec des moteurs thermiques. Et même si Ferrari se met à l'électrique, objectivement l'expérience Ferrari sera moindre sans le thermique et sans l'expérience du thermique avec évidemment tout le son et ce qui fait la signature d'une Ferrari. Enfin, si les performances en course diminuent, la réputation de la marque Ferrari pourrait en pâtir. Également, Ferrari a une forte dépendance auprès de Maserati pour la vente de ses moteurs. A noter également que la F1 coûte une fortune en R&D puisque Ferrari dépense environ 21% de son chiffre d'affaires en R&D, et comme toutes les marques de luxe, pour garder son exclusivité, elle doit limiter ses ventes et donc limiter sa croissance pour que ses produits gardent une certaine rareté. Également, Ferrari dépend de quelques fournisseurs privilégiés pour ses matières premières et pour certaines pièces qui pourraient échouer dans la livraison des commandes et sur lesquelles il pourrait y avoir des disruptions de la chaîne d'approvisionnement. Et les ventes de Ferrari sont également en partie dépendantes des taux d'intérêt et de la conjoncture économique, car certains des achats sont faits à crédit. Passons maintenant à la checklist fondamentale et commençons par les produits. Est-ce que les produits de Ferrari sont essentiels? Eh bien non, puisque les voitures de luxe ne sont pas du tout essentielles, tout comme la course automobile d'ailleurs. Les produits également ne sont pas achetés régulièrement, puisqu'une voiture a une durée de vie de plusieurs décennies. Les produits ne sont pas vendus à bas prix, puisque les Ferrari sont parmi les voitures les plus chères au monde. Les produits ne sont pas non plus achetés par une large base de clients, puisque seule une poignée de clients privilégiés peuvent s'offrir une Ferrari. Et enfin, au niveau de la résistance au changement, on est plutôt neutre, car même si la marque est forte et que Ferrari possède une forte résistance par rapport à ses concurrents, l'avenir de l'automobile en général est incertain, notamment avec toutes les réglementations et on le sait, la disruption que pourrait être l'arrivée de l'électrique sur le marché. Au niveau du positionnement, on a une entreprise qui est fortement appréciée par ses clients puisque la marque Ferrari est très forte et fait rêver les hommes depuis plusieurs générations. L'entreprise est unique de par son histoire en compétition et sa réputation. L'entreprise n'est pas leader sur son marché puisque Ferrari n'est ni le leader du marché de l'automobile en général, ni le leader sur le luxe automobile, puisque Porsche par exemple est devant Ferrari en termes de chiffre d'affaires. Ferrari résiste à la concurrence puisqu'elle possède un fort avantage compétitif et une marque qui est très forte également. Et Ferrari possède un fort pricing power puisqu'on l'a vu, elle a des marges très fortes et un carnet de commandes qui est rempli bien en avance. Au niveau du management, selon moi, l'entreprise n'est pas facile à diriger de par la constante recherche qu'il est nécessaire pour rester au top, notamment en Formule 1, mais également de par les réglementations constantes avec lesquelles doit jongler la marque. L'entreprise a une allocation du capital qui est neutre puisque Morningstar lui attribue une note de standard. L'entreprise est focus sur la qualité de ses produits puisque les voitures Ferrari sont parmi les plus qualitatives au monde. Le management également est compétent puisque le management a su très bien développer l'entreprise ces dernières années. Et est-ce que le management est skin in the game? Ici on est plutôt neutre puisque le management est relativement junior dans l'entreprise, mais on l'a vu, la société Exor qui descend directement d'Agnelli et de Fiat possède toujours 20% des parts de Ferrari. Et enfin, pour terminer, l'entreprise possède une grande douve puisque Morningstar lui attribue une note de grande douve stable. Elle est dans un secteur qui est plutôt neutre au niveau de la cyclicité puisque autant le secteur automobile est cyclique, mais Ferrari a une tendance à être plus résiliente en temps de crise. Et ça s'explique pour plusieurs raisons, mais notamment par le fait que la clientèle de Ferrari est elle-même peu impactée par les crises, mais également du fait que son carnet de commandes est rempli bien en avance, ce qui fait que son chiffre d'affaires est beaucoup plus prédictible. L'entreprise est plutôt neutre au niveau de son potentiel de croissance selon moi, car même si elle a encore du potentiel de croissance, il est limité je pense par l'arrivée de l'électrique et par toutes les réglementations qui sont faites sur le thermique. Et enfin, l'entreprise n'évolue pas dans un marché en croissance puisque le marché de l'automobile neuf a tendance à décroître et est plutôt un marché
généralement sur le déclin. Et enfin, l'entreprise est orientée vers ses actionnaires. Ferrari effectue des rachats d'actions réguliers, mais également parce qu'elle verse un beau dividende qui est croissant. Si on récapitule sur tous ces points, on obtient une note fondamentale de 10,5 sur 20, ce qui est plutôt moyen ici. Et enfin, si on essaye de réfléchir à quelques scénarios catastrophes, pour ma part j'en ai trouvé un, et pour moi ce scénario catastrophe est déjà programmé, puisque l'Union Européenne interdit la vente de véhicules thermiques neufs en 2035. Et ça, pour moi, ça ne garantit absolument pas que Ferrari va arriver à effectuer une transition sur l'électrique, et le thermique fait entièrement partie du charme de la marque. Donc on pourrait très bien se retrouver avec une marque qui n'arrive plus à séduire ses clients en 2035, et peut-être des acteurs qui vont complètement changer, et peut-être qu'en 2035, les marques de voitures de luxe, donc positionnées sur l'électrique, ne seront pas du tout les marques historiques positionnées sur le luxe dans le thermique. Maintenant, passons à la dernière étape qui est l'étude de la valorisation de la société. Et si vous ne l'avez pas vu, évidemment, je vous renvoie vers la vidéo qui explique ce process que vous retrouverez en bas dans la description et en haut à droite. Commençons par le calcul de la Fair Value Estimate, donc le prix juste estimé de l'action. Et pour ça, comme d'habitude, nous allons prendre 5 prix, une méthode de discounted cash flow qui nous donne 157 €, Morningstar qui nous donne 259 €, Guru Focus 296 €, Refinitiv 322 € et TipRanks 335 €. La moyenne de ces 5 prix en appliquant un coefficient de 0,9 pour garder une marge de sécurité de 10% nous donne un prix juste estimé de 246,94 €. Et si on compare ce prix par rapport au prix actuel de l'action, vous voyez que l'action cote à 312 € actuellement, donc on a une surévaluation de 26,5%. Et maintenant, si on regarde les différents PE, on a un PE de l'industrie qui est de 17,35, un PE historique de l'action Ferrari qui est de 38,51, ce qui est très élevé, et un PE actuel qui est de 48,22. Donc là, idem, on a une différence de 25,2% entre le PE actuel et le PE historique, ce qui nous indique que l'entreprise aujourd'hui est probablement surévaluée. Et donc si on fait la moyenne de ces deux différences, donc le prix to fair value estimate et le PE sur le PE 10 ans, on obtient un score de moins 24,7. Et donc pour conclure, on l'a vu, au niveau des chiffres, Ferrari est une entreprise de qualité puisqu'elle a une note quantitative de 14,5 sur 20. Elle possède également un grand moat, donc un fort avantage compétitif, mais selon moi ses fondamentaux sont insuffisants. On l'a vu, elle a une note fondamentale de 10,5 sur 20, ce qui n'est pas suffisant. Et également, pour moi, il y a de trop grands risques qui pèsent sur la société, notamment à cause des réglementations qui sont mises en place par l'Union Européenne, et surtout à cause de la transition vers l'électrique qui pourrait complètement rebattre les cartes du marché de l'automobile dans les 10 prochaines années, et rien ne nous garantit que Ferrari va arriver à garder son prestige si elle bascule sur de l'électrique. Également, c'est une entreprise qui est aujourd'hui chère, puisqu'on l'a vu, elle a un PE qui est relativement délirant, de 48, c'est très élevé, c'est autant que Hermès, d'ailleurs, à peu près, je crois que Hermès aujourd'hui a un PE aux alentours des 48 également, mais par contre, Hermès est quand même beaucoup plus qualitative au niveau des chiffres, notamment puisqu'elle a une note de 19 sur 20, elle a également une bien meilleure note fondamentale, et elle n'a pas autant de risques qui pèsent sur elle. Donc pour ma part, c'est non, je pense qu'il y a de trop gros risques sur cette entreprise, et surtout je ne suis pas du tout optimiste sur les Ferrari électriques. Merci à tous de m'avoir écouté. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire si Ferrari est une entreprise qui vous intéresse, est-ce que vous l'avez déjà acheté, et si oui, à quel prix? Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.